Ouais, bonjour tout le monde. Voilà, c'est la deuxième partie de notre série relative euh, à la vie rendue par le groupe de travail sur les tâches arbitraires à propos du cas Sambi. On avait fait une première partie où on a expliqué ce que c'est que le groupe de travail, comment il fonctionne, ses mécanismes. Et là, après, on a fait une deuxième vidéo où on a essayé d'expliquer euh, la décision elle-même, en tout cas la vie elle-même plutôt, comment elle a été rendue, quel est son contenu et quelles sont les motivations avancées par les experts du groupe pour justement condamner l'État comorien. Parce que, comme je vais bien le rappeler, euh, la condamnation, elle a été claire. C'est que le groupe de travail a estimé que la privation de, de liberté euh, dont faisait l'objet l'ancien président Sambi était qualifiée par le groupe comme étant une détention, et pas seulement une détention, mais une détention qualifiée d'arbitraire, et qu'à à ce titre, le groupe de travail a demandé à l'État comorien de se conformer par rapport à ces textes aux conventions internationales, mais également ils ont recommandé à ce qu'une enquête soit ouverte contre les personnes qui ont déjà été cette détention. Ils ont également demandé une indemnisation, une réparation, à ce que Sambi soit réparé par rapport à ce préjudice, plutôt. Mais également, ils ont demandé à l'État comorien d'offrir à Sambi ce qu'on appelle une garantie de non-répétition. Ça veut dire que l'État comorien s'engage à ne plus jamais refaire ça, à ne plus jamais le retenir en détention dans ces conditions. Voilà. Et donc maintenant, la troisième partie, normalement, de notre vidéo, enfin, de notre série, devrait être consacrée au suivi. Après, qu'est-ce qui va se passer après? Voilà, donc je vais être très bref aujourd'hui parce que il est clair que euh, Sambi, euh, il a été détenu arbitrairement. Hein, je dis bien, ça, je vais insister sur ce point. Ça, on parle de la détention résultant de la décision prise par le ministère de l'Intérieur de l'assigner à résidence surveillée. Voilà, ça n'a rien à voir avec la détention dont elle fait l'objet aujourd'hui. Voilà, ce qui est une détention ordonnée par le juge d'instruction. Voilà. Donc cette détention-là, la première, euh, elle est qualifiée d'arbitraire, mais elle est levée. Maintenant, il n'y a pas lieu à demander à continuer à dire à l'État comorien de lever cette détention parce qu'elle n'est plus en place et elle a été levée depuis longtemps. Et même s'il a été succédé par une autre type de détention, cette fois-ci judiciaire. Euh, et qu'est-ce qu'on attend maintenant de l'État comorien? L'État comorien, bien sûr, on attend de l'État comorien qui se conforme aux recommandations du groupe de travail. Le groupe de travail, ce n'est pas un organe judiciaire. Il n'a pas le moyen de contraindre l'État comorien à se conformer à ces recommandations, qui restent tout de même des recommandations. Toutefois, ils ont des moyens très forts, dans le sens où très puissants, dans le sens où ils ont accès au Conseil des droits de l'homme, et que cet État comorien ne se conforme ou pas à ces recommandations, le groupe de travail peut se référer au Conseil des droits de l'homme, faire rapport au Conseil et effectivement demander à ce que le Conseil puisse prendre une décision claire condamnant l'État comorien. Et dans ce cas-là, les choses vont se corser pour l'État comorien. Il y a aussi une autre possibilité offerte aujourd'hui au groupe de travail. C'est tenant compte de tous ces éléments. Parce que si vous avez bien suivi nos deux vidéos, mais surtout si vous avez pris le temps de lire l'avis en question, vous verrez très bien que cette histoire de détention, elle s'est produite dans un contexte politique très, très mouvant. C'est-à-dire
contexte politique qui n'est pas propice pour un vrai débat politique. En fait, le contexte en soi tel qu'il a été tracé par le groupe de travail montre clairement que au-delà de la détention, mais il y a d'autres libertés fondamentales qui sont également bafouées aujourd'hui aux Comores par rapport au contexte politique. Et cela est suffisant pour que le groupe de travail puisse saisir d'autres mécanismes de l'ONU, ça veut dire d'autres procédures spéciales, comme les différents rapporteurs qui ont des mandats différents du mandat du groupe, mais qui de temps en temps sont amenés à collaborer, à travailler ensemble pour une situation donnée. Et je pense que, en l'occurrence, si l'État comorien refuse de se conformer aux recommandations du groupe de travail, il est possible que ce groupe de travail puisse se référer à d'autres rapporteurs spéciaux, c'est-à-dire à d'autres procédures spéciales pour faire en sorte que une action commune, une action conjointe soit menée par plusieurs mécanismes de l'ONU. Et dans ce cas-là, la condamnation sera beaucoup plus visible, beaucoup plus gênant, bien sûr, pour l'État comorien. C'est le seul moyen, en tout cas, que possède aujourd'hui le groupe de travail pour faire avancer, en tout cas, pour imposer pas imposer, mais en tout cas, pour faire en sorte que l'État comorien respecte les engagements qu'il a pris vis-à-vis de la communauté internationale. C'est à peu près ce qui va se passer. Donc, concrètement, qu'est-ce qui va se passer après? L'État comorien, on a donné à l'État comorien 6 mois. 6 mois pour faire 3 choses. On a donné 6 mois à l'État comorien pour que Sambi obtienne réparation. On a donné également 6 mois à l'État comorien pour qu'une enquête soit diligentée par l'État comorien afin d'identifier les responsables de cette détention, ceux qui ont ordonné la détention arbitraire de Sambi. Mais ils ont également donné 6 mois pour que l'État comorien également se conforme, c'est-à-dire que les textes comoriens se conforment aux conventions internationales telles que la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais d'autres également. Ils ont donné également 6 mois à l'État comorien pour faire un effort afin de ratifier le pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'ONU. Donc, en gros, ces 6 mois-là, on commence à courir depuis décembre, parce que la décision a été rendue en novembre 2018. Il a été notifié aux Comores en décembre 2018. Et là, maintenant, on est au mois de juin. Donc, 6 mois à compter de décembre, ça veut dire que à la fin de ce mois, l'État comorien, s'il ne s'est pas conformé, le groupe de travail se réserve le droit de prendre d'autres initiatives. Voilà. Donc là, on attend la décision des initiatives qui seront prises par la suite par le groupe de travail, soit de saisir le Conseil des droits de l'homme, soit de travailler en parallèle avec d'autres procédures spéciales. Voilà. Mais ils attendent d'abord que l'État comorien leur fasse signe, en tout cas leur dise clairement ce qu'ils ont pris comme disposition par rapport aux recommandations. Mais si l'État comorien ne le fait pas, il est aussi permis, en tout cas, il serait permis à la source, c'est-à-dire la personne qui a saisi le groupe de travail, de faire rapport au groupe de travail pour faire état de la situation actuelle par rapport aux recommandations et puis permettre à ce que le groupe de travail puisse mettre en place d'autres mesures, puisse prendre d'autres initiatives dans ce sens, comme nous venons de l'expliquer. Donc c'est à peu près ce qui va se passer. Donc là maintenant, pour être terre à terre, les 6 mois vont expirer à la fin du mois de juin, Si pendant ce mois de juin, l'État comorien ne fait rien par rapport à ces recommandations, la source, c'est-à-dire la personne qui a saisi
le groupe de travail au nom de Sambi pourra revenir vers le groupe de travail et demander, lui expliquer, enfin faire rapport sur le fait qu'il n'y a pas eu, suivi par rapport aux recommandations faites par le groupe, et le groupe pourra par la suite prendre les dispositions qui s'imposeront en fonction des circonstances. Donc c'est à peu près comment les choses vont se dérouler. La pire des craintes par rapport à Takomorian, c'est de voir par exemple la multiplication des procédures, des multiples visites aux Comores, de plusieurs procédures spéciales, comme c'est déjà le cas actuellement, parce que là actuellement il y a déjà un rapporteur spécial qui est une procédure spéciale au même niveau que le groupe de travail qui est déjà sur place aux Comores, mais c'est notre affaire, c'est un rapporteur spécial sur la torture, le traitement cruel, inhumain ou dégradant. Mais je pense que le groupe de travail a la possibilité de pouvoir communiquer avec d'autres mécanismes et permettre à ce que ce mécanisme puisse se déplacer sur place et venir constater ce qui se passe réellement. Et ce sera une aubaine peut-être pour la société civile qui voudrait effectivement se faire entendre en saisissant ces opportunités-là, mais également ça mettra en difficulté l'État comorien, parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui ils ont intérêt à ce que ces gens-là se déplacent et qu'ils viennent massivement ici. Et ils peuvent le faire facilement parce que déjà lors du dernier cycle de l'examen périodique universel des Comores devant le Conseil de droits de l'homme, l'État comorien était représenté par ce ministre de la Justice, et le ministre a effectivement invité les mécanismes. Ils ont émis une invitation générale, globale, pour tous les mécanismes de l'ONU, c'est-à-dire que n'importe quel rapporteur aujourd'hui peut venir aux Comores sans avoir besoin d'invitation spéciale, parce que déjà l'État comorien a déjà invité tous les mécanismes à travers en tout cas le jour de l'examen périodique universel du cas Comores, qui a eu lieu il y a 3 mois à Genève. Donc, c'est le pire des scénarios pour l'État comorien, c'est de voir débarquer sur place, ici, toutes ces procédures spéciales pour venir enquêter sur ce qui se passe aux Comores. Et je ne pense pas qu'avec tout ce qui se passe là, ça les arrangerait. Par contre, ça arrangerait bien sûr la société civile. Mais il y a aussi notre scénario qui ne sera pas plaisant pour l'État comorien, c'est si le groupe de travail décide de saisir le Conseil de droits de l'homme du cas Comores, parce que les Comoriens refusent de se conformer à ces recommandations, et que par la suite, le Conseil de droits de l'homme décide de prendre une résolution condamnant les Comores. Parce que la résolution condamnant les Comores, il aura plus d'impact que la vie. Il ne faut pas oublier que le Conseil de droits de l'homme, là-bas, ne siègent pas des experts, mais des représentants, des diplomates des États membres du Conseil, des États membres de l'ONU. Donc ça aura plus d'impact parce que ça veut dire que le problème passera de technique et deviendra un problème politique. Voilà. Donc c'est ce qui pourrait aussi se produire, c'est aussi un des scénarios envisageables pour le groupe de travail. Mais également, un autre problème, c'est que une fois saisi le Conseil des droits de l'homme, il peut prendre une résolution condamnant les Comores, mais il peut aussi prendre d'autres décisions qui seront peut-être plus difficiles pour les Comoriens, enfin pour l'État comorien, pas pour les Comoriens, mais pour l'État comorien, le régime en place actuellement aux Comores. Par exemple, le Conseil des droits de l'homme peut décider effectivement d'envoyer une mission par une résolution, ordonner la mise en place d'une mission spéciale, et qui pour cette fois, elle ne sera pas une mission des rapporteurs comme c'est le cas aujourd'hui avec le rapporteur qui est sur place, mais ce sera une mission mandatée par le Conseil des droits de l'homme et ce sera un mandat qui sera taillé sur mesure en fonction des problèmes qui seront signalés au Conseil. Il mettra en place un mandat et demander par exemple à ce qu'une commission d'enquête puisse se déplacer et se rendre aux Comores. Je ne sais pas encore si
la source, en tout cas ceux qui travaillent pour les cas Comores, ils ont les moyens pour diriger le conseil vers ce scénario. Mais dans ce cas-là, ce sera quelque chose de bénéfique pour la société civile, parce que ça permettra de démontrer au monde entier que le régime en place actuellement aux Comores est un régime qui bafoue délibérément les libertés fondamentales et les droits humains. Donc le Conseil des droits de l'homme, une fois saisi, il peut prendre une résolution condamnant les Comores, comme il peut décider de créer un rapporteur spécial pour les Comores. Ça veut dire on va nous mettre dans la même liste que la Corée du Nord, que la Syrie, parce que c'est actuellement, à ma connaissance, les deux pays, enfin, c'est un des deux pays actuellement qui pose trop de problèmes au Conseil des droits de l'homme. Ces deux pays font partie des principaux pays aujourd'hui qui posent problème au Conseil des droits de l'homme et qui a poussé ce dernier, enfin en tout cas, à carrément désigner un rapporteur spécial pour le pays. C'est un rapporteur qui va s'occuper de toutes les violations, quelle que soit leur nature dans le pays en question. Donc, et là, ça va pas être, ça va pas du tout plaire aux autorités comoriennes en place, parce qu'effectivement, ça va faire en sorte que ça fera des Comores en tout cas un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme et qui sera pointé du doigt par toute la communauté internationale comme étant un pays qui viole de façon flagrante les libertés fondamentales, et il sera considéré comme la Corée du Nord et d'autres pays. Voilà, donc ce sont des conséquences qui peuvent découler de l'inaction de l'État comorien dans le délai de 6 mois qui, comme je l'ai bien dit depuis le début, expirera à la fin de ce mois de juin 2019. Voilà en gros ce que j'avais à dire aujourd'hui, et je vais m'arrêter là aujourd'hui. Ça va être une vidéo très brève et très courte. Et il reste une quatrième vidéo qui sera en vérité pas vraiment une vidéo, mais ça va être un live qu'on va essayer de mener ensemble pour expliquer globalement ce qui s'est passé. On va faire un petit résumé de ce qui s'est passé, un petit résumé de 3 premières vidéos. Et ensuite, on va permettre aux gens de poser des questions et on va essayer de répondre dans la mesure du possible. Voilà, et je vous remercie. Bye bye les amis.